peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cause Mon Hôte, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. La thématique du jour, c'est la criminalité organisée, avec l'hôte du jour qui est Christophe Corel. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis ravi de vous recevoir. C'est moi qui suis content. Merci de m'avoir invité. Pas de problème. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Christophe Corel, je vais avoir 50 ans. Je suis fonctionnaire de police depuis la fin des années 90 à peu près. Et je travaille maintenant depuis 6 ans au ministère de la Justice, toujours dans l'investigation. Donc, c'est un domaine dans lequel j'ai fait toute ma carrière. On va revenir sur votre parcours. Pourquoi vous avez voulu spécifiquement entrer dans la police? Je suis rentré par hasard dans la police, en fait, pour tout vous dire. C'est pas du tout comme on peut l'imaginer de policiers qui rêvent depuis tout petit être policier. Donc, non, je suis arrivé. Moi, j'ai fait un CAP dans les métiers de l'imprimerie en sortant d'école. Et il se trouve que c'était un métier où il y avait assez peu d'avenir, puisqu'il y avait de gros changements, tout passait en numérique. Donc, il n'y avait pas d'emploi là-dedans. Et à l'époque, on faisait encore le service national. Et moi, j'étais pas trop militaire. C'était pas trop mon truc, l'armée. Et donc, on m'a proposé de faire ça dans la police nationale. On faisait donc 10 mois de service civil dans la police nationale. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert la police, en fait, un petit peu par hasard. Et ce que j'ai vu pendant ces 10 mois, donc j'étais en service à Strasbourg à l'époque, et ce que j'ai vu pendant ces 10 mois m'a plu, franchement. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas? Et c'est là que j'ai commencé à envisager donc, de passer le concours pour être gardien de la paix. Donc ça vous a plu, par rapport à cette découverte-là, ça vous a plu? Ouais, ça m'a plu. J'ai découvert ce métier que je ne connaissais absolument pas, que je n'avais pas fantasmé, rêvé, quoi que ce soit. Et j'ai vraiment découvert ce service rendu au public, finalement, parce que c'était ça. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc j'ai passé le concours une première fois que j'ai loupé, et je l'ai repassé, donc j'ai persisté. Et au bout de la deuxième fois, donc j'ai réussi ce concours et je suis parti donc pendant une année en école de police. Et après, quelles ont été les étapes succinctes par rapport à votre progression? Alors, en sortant de l'école de police, je suis arrivé en région parisienne, dans une ville, Agnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. J'ai travaillé dans une brigade de nuit, donc police secours. Et puis la police, à ce moment-là, a connu une réforme qui a permis aux gardiens de la paix, donc des gens qui avaient mon concours, de pouvoir faire de l'investigation. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans un premier service d'investigation. C'était à Agnières, c'était le commissariat. Donc en gros, je traitais les plaintes que déposaient les gens tous les jours. Et donc c'est ce que j'ai fait encore pendant 3 années. C'est comme ça que j'ai appris ce que c'était qu'une enquête judiciaire. Et après, j'ai évolué comme ça. Au bout de 3 ans, je suis parti dans un service départemental, donc sur les Hauts-de-Seine. Et là, j'étais dans un groupe criminel, donc qui s'occupait principalement des viols, des homicides, tentatives d'homicide, etc. Donc j'ai passé 3 ans dans ce groupe-là. Et c'est après que j'ai commencé à travailler sur la criminalité organisée. Et justement, vous parlez de criminalité organisée, etc. Donc, je tiens à vous montrer, parce que vous êtes auteur, donc un de vos livres, justement, qui parle d'une affaire qui vous a marqué et qui a été le titre d'un documentaire qui vous est consacré, L'enquête de ma vie. Est-ce qu'on peut revenir justement sur cette affaire-là? Alors, c'est une affaire qui s'est déroulée en 2008-2009. J'étais à la brigade de répression du banditisme de Paris, dans un groupe qui était chargé des enquêtes sur toutes les attaques de bijouterie, donc les vols à main armée de bijouterie, sur la place parisienne. Et effectivement, en 2008-2009, la même bijouterie se fait braquer à 2 reprises, avec un préjudice estimé sur les 2 vols à main armée à peu près 100 millions d'euros. Et donc, je fais partie d'un groupe qui va être chargé de cette enquête-là. Et cette enquête qui va nous prendre 2-3 ans, on va dire, mais dont 6 mois à temps plein, le jour, la nuit, les week-ends. Donc c'était une enquête importante parce qu'elle prenait énormément de temps, y compris sur ma vie privée, parce que pendant ce temps-là, on n'est pas à la maison. Hein. Mais c'était aussi parce qu'elle a un résultat qui est extraordinaire, où on a interpellé tous les braqueurs, on a interpellé les resellers, on a retrouvé une bonne partie des bijoux. Donc voilà, elle a ce côté extraordinaire parce que justement, elle a eu ce résultat-là.
Et puis elle a été aussi, il faut le dire, médiatisée énormément, ce qui joue aussi effectivement dans ce qualificatif qu'on a de très belles affaires. Et quand vous dites ça vous a pris du temps, etc., il y avait beaucoup de pression par rapport à ça? La pression, non, parce que la pression, elle se situe pas au niveau des enquêteurs. La pression, ce sont surtout les chefs de service qui l'ont, les directeurs, la hiérarchie, quoi. Au niveau des enquêteurs que nous étions, non, il n'y avait pas une pression, mais il y avait beaucoup de travail. Parce qu'on n'est jamais assez, en fait, hein. On était au début un groupe de 7 personnes, aidés d'une autre équipe encore par moment, puis après, plus tout le service éventuellement, selon les phases d'enquête dans lesquelles on se trouvait. Mais pour 7 personnes, oui, c'était quelque chose de très lourd au quotidien, parce qu'il y avait l'enquête, il y avait les écoutes, il y avait le terrain, il fallait faire des filatures sur le terrain, il y avait le fait d'analyser tout ce qui se passait aussi, hein, puisqu'on avait plusieurs dizaines d'écoutes en même temps, donc il faut réussir à comprendre ce qui se passe dans les écoutes entre elles, ce que disent les gens, ce que disent un tel, ce que dit un tel, et puis comprendre qu'il y a peut-être un rapport entre les choses, aller sur le terrain, et puis vérifier un certain nombre de choses aussi, et faire d'autres rapprochements. Donc il y avait tout ce travail-là qui était très très lourd et très intéressant. C'est le principe même de l'investigation, en fait, c'est chercher la preuve. Et donc finalement, on est arrivé effectivement à interpeller plus d'une vingtaine de personnes dans cette affaire-là, et donc retrouver une bonne partie des bijoux en plusieurs phases, en plusieurs fois, puisqu'il nous a fallu quand même plusieurs perquisitions, notamment au même endroit, pour retrouver ces bijoux. Et ça fait partie justement des belles enquêtes que vous avez eues dans votre carrière. Vous en avez eu d'autres, des belles enquêtes aussi? Oui, alors on a tous, je pense, tous les enquêteurs ont leur affaire, leur plus belle affaire ou leurs plus belles affaires. J'ai aussi ce souvenir du meurtre d'un bijoutier sur le boulevard des Batignolles. C'était à peu près à la même période. Et homicide qu'on a résolu en quelques mois, en découvrant que l'auteur de cet homicide avait tué 2 autres personnes par ailleurs sur le Val d'Oise. Donc là, on se dit que... Alors, c'est psychologiquement pas forcément évident, parce qu'on a affaire à la mort quand même des gens, et puis il y a toute la tristesse qui va avec, évidemment. Mais on se rend compte que finalement, quand on interpelle cette personne, a posteriori, on se rend compte de ça. On se dit qu'on a quand même arrêté quelqu'un de très dangereux et qui potentiellement aurait pu tuer encore d'autres personnes. Donc il y a une fierté, ça restait une belle affaire en termes d'investigation aussi, malgré tout le côté dramatique que ça entoure, parce que, encore une fois, c'est la mort d'une personne. Mais voilà, c'est aussi une affaire qui m'a marqué. Mais justement, quand vous êtes là, brigade de répression du banditisme, vous êtes confronté à la mort, etc., ça n'a pas d'impact sur vous, le fait de toujours côtoyer la mort ou la violence, non? Alors, ça, on ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact. Maintenant, quand on est dans un service d'enquête, c'est un peu comme si on mettait un costume. On met le costume de policier, et puis on est professionnel, en fait. Donc, je ne peux pas dire qu'on s'interdit d'avoir des émotions, mais on essaie de les canaliser. C'est ça l'objectif, en fait. C'est d'avoir le moins d'émotions possible, de les laisser quelque part à la maison, et d'être professionnel, d'agir en tant qu'enquêteur. Et ça, c'est une réflexion à avoir. C'est qu'est-ce que je dois faire pour aller plus loin, pour récolter les preuves? Où est-ce que je dois aller? Quelles auditions je dois faire? Quelle surveillance? Quelles écoutes je dois mettre en place? Il y a tout un schéma d'investigation qu'on connaît, hein, qu'on apprend et qu'on connaît après. Et donc, du coup, on pense pas, on n'est pas sur le registre de l'émotion. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Quand on va sur une scène de crime et que vous êtes effectivement devant un mort, bon, bah voilà, mais on réagit pas émotionnellement par rapport à la famille qui, elle, va effectivement subir ça. Nous, on va être sur la scène de crime à se dire quels sont les indices que je vais pouvoir recueillir. Puisque la scène de crime, c'est ce qui est le plus important dans l'enquête. Une scène de crime qui est ratée, c'est une enquête qui est ratée. Donc, du coup, c'est ce qui est le plus important. Et donc, on se doit d'être, on va dire parfait, on n'est jamais parfait, mais en tout cas, de s'extraire de l'émotion. Non, j'imagine, parce que le fait d'être confronté tout le temps à la mort, etc., des fois voir les familles, ça peut jouer justement sur nos émotions, sur nos sentiments à nous. Ah, mais complètement. Moi, j'ai ce souvenir sur ce meurtre, notamment sur le boulevard des Batignolles, de ce bijoutier. J'ai suivi cette affaire jusqu'aux assises, puisque les enquêteurs sont amenés à témoigner aux assises après. Et j'avais croisé la famille de ce monsieur dans les couloirs à l'issue du procès. Et la famille nous a dit merci. Et c'est là la plus belle récompense, finalement, c'est que ça reste difficile pour eux. Évidemment, ils ont perdu un être cher, ils ne le reverront pas. Le procès ne changera rien par rapport à ça. Mais peut-être que ça leur a
ôter un peu de douleur que de se dire que la personne a été interpellée, qu'elle a été condamnée. Donc voilà, si on peut apporter juste ça déjà dans ce malheur, en fait, je trouve que c'est déjà bien. Et puis encore une fois, le remerciement, c'est ce qui est le plus gratifiant à ce moment-là. J'imagine. Et donc, Christophe, vous avez sorti ce livre-là en octobre 2014, c'est ça? En 2024. 2020 2024. 2024, pardon. Lapsus. Octobre 2024. Donc, le crime organisé en France. Pourquoi vous avez voulu écrire sur le crime organisé? Alors au début, je voulais pas écrire sur le crime organisé, en fait. Au début, mon idée, c'était d'écrire sur le manque de moyens de la justice. Parce que je crois qu'on ne se rend pas bien compte au quotidien de ce que ça peut entraîner. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de magistrats, on n'a pas assez de greffiers, il manque de beaucoup de choses dans la justice, et finalement, ce sont des délais de procédure qui sont rallongés, des affaires qui sont jugées 2, 3, 4, 5, 10 ans après, parfois. Mais des affaires pour tout le monde, pour des personnes qui veulent divorcer, par exemple. Les divorces, c'est très long parfois de divorcer selon la ville dans laquelle la ville dans laquelle vous vous trouvez. Et donc, je voulais raconter aux gens quel est l'impact finalement de ce manque de moyens dans leur quotidien, dans leurs procédures, et souvent parce qu'ils ne comprennent pas la justice et ils en ont une idée qui est assez mauvaise, très souvent quand même. Et donc, je croyais qu'il était intéressant d'expliquer ça. Et puis finalement, le sujet j'ai pas trouvé d'éditeur sur le sujet que ça puisse intéresser. Et donc, c'est là que j'ai commencé à réfléchir en 2023, à peu près, on est en début 2023, et je me suis dit, mine de rien, ça fait presque 20 ans que je travaille sur le crime organisé, mais peut-être qu'il y a un sujet aussi là à traiter. Je suis parti du principe, en fait, on traitait, dans les médias, on traitait beaucoup de terrorisme, et c'est normal, hein, parce qu'on a eu des affaires très importantes avec beaucoup de morts en France, donc c'est normal de le traiter. Mais on traitait les affaires de terrorisme, on traitait ce qu'on appelle aussi la délinquance du quotidien, qu'on voit au jour le jour de voies publiques, hein, les vols, les cambriolages, les agressions, etc. Et puis au milieu, il y avait ce que moi je traitais, c'était le crime organisé, qui était, je trouve, aussi en manque de moyens, mais en manque de moyens pas juste financiers, en fait, en manque de moyens juridiques. On a des textes de loi qui vont pas assez loin, qui sont peut-être un petit peu dépassés maintenant. On a une organisation judiciaire qui est peut-être aussi un petit peu dépassée. Et donc, je me suis dit, autant écrire sur tout ça, en fait, faire une espèce d'état des lieux du crime organisé en France, à la fois des institutions et à la fois des phénomènes criminels qu'on connaît sur notre territoire. Et je vous pose la question, qu'est-ce que le crime organisé? Alors, le crime organisé, c'est la commission d'infractions commises par plusieurs individus, des groupes criminels qui ont vocation à gagner de l'argent sur la commission donc, de crimes ou de délits. Ça peut être le trafic de stupéfiants, ça peut être ce qu'on appelle la traite des êtres humains, donc la prostitution, ça peut être la cybercriminalité, ça peut être le vol, tout simplement. Il y a des équipes de voleurs qui viennent, notamment des pays de l'Est, qui viennent cambrioler soit des maisons, soit des magasins, et repartir avec leurs préjudices. Donc, il y a plein de phénomènes, en fait. L'idée, en fait, des groupes criminels, c'est de faire de l'argent. Comment est-ce que je peux faire le plus d'argent le plus rapidement possible, et quelle que soit la manière de faire de l'argent, en fait. C'est ça, en fait, le crime organisé. C'est ne pas avoir de règles, ne pas reconnaître les lois d'un pays ou des pays, juste faire de l'argent, peu importe comment. Merci. Et justement, dans ce livre-là, vous avez voulu, je crois, faire une dichotomie entre les forces en présence, donc tout ce qui est justice, gendarmerie, police, et de l'autre côté, tout ce qui se passe, que ce soit dans le monde ou en France notamment. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que vous expliquez, par exemple, vous prenez la GIRS, vous dites voilà, c'est ça la GIRS, et vous donnez des préconisations par rapport à une certaine évolution, parce que tout à l'heure, vous disiez que les textes sont peut-être un peu dépassés, donc il faudrait, je pense, s'adapter par rapport à l'évolution qu'il y a en face. Et j'aimerais revenir justement sur quelques points que vous avez cités dans votre livre. À un moment donné, vous parlez de la Junalco, qui est la juridiction spécialisée pour le crime organisé, et vous dites qu'il faudrait justement, à l'instar d'un parquet national financier ou parquet national terrorisme, qu'il y ait un parquet national justement dédié au crime organisé. Pourquoi ? Alors l'idée, en fait, il faut comprendre comment ça fonctionne. On a en France ce qu'on appelle des juridictions interrégionales spécialisées. Il y en a 8 qui sont globalement sur 8 points du territoire, hein, qui regroupent toute la France et tout ce qui est territoire d'outre-mer, puisqu'il y a une GIRS en Martinique. Et puis, donc,
ces GIRS-là traitent de la criminalité organisée dans leur région, pour faire simple. Et au-dessus, on a, donc elle gère la criminalité organisée au niveau d'une région, et au-dessus, on a ce qu'on appelle la JUNIALCO, la Juridiction nationale de lutte contre le crime organisé, qui elle a vocation à traiter des affaires qui ont ce qu'on appelle une emprise nationale, voire internationale. Ou alors les affaires, comme on le dit le Code de procédure pénale, de très grande complexité. Typiquement, vous avez, je sais pas, un groupe criminel qui fait des remontées de stupéfiants. Ils vont livrer à Bordeaux, ils vont livrer à Strasbourg, ils vont livrer à Lille. Et bah, du coup, c'est la JUNALCO qui va être saisie de cette affaire-là parce qu'il y a une emprise qui dépasse la simple région. Et donc, on a cette JUNALCO. Mais cette JUNALCO, elle n'a pas de lien avec les GIRS. C'est-à-dire que celui qui est à la JUNALCO à Paris, ce n'est pas le chef, si je puis dire, des autres GIRS. Et donc, du coup, c'est ce que je crois il faudrait changer. Et c'est l'objectif d'avoir un parquet national de lutte contre le crime organisé. C'est-à-dire qu'on ait une filière, finalement, nationale, où il y a un chef à Paris, responsable national, et avec, pour faire simple, des sous-chefs dans les régions, que seraient des procureurs adjoints de lutte contre le crime organisé. Et de sorte, on professionnalise toute une filière, en fait, avec des magistrats qui sont spécialisés dans le crime organisé du national vers le local. Et du coup, ça permet d'avoir effectivement un suivi des dossiers et une connaissance parfaite de tout ce qui se passe sur le territoire. Et parfois, c'est ce qui manque souvent, c'est de pouvoir faire des recoupements. Je vous donne un exemple. Peut-être qu'à Marseille, il y a des enquêteurs qui travaillent sur un groupe criminel, mais ce groupe criminel intéresse aussi des enquêteurs à Lille. Peut-être qu'il y a des points communs. Actuellement, la construction de notre système judiciaire fait qu'on a du mal à trouver ces points communs. Sauf si les magistrats se connaissent entre eux, ils vont discuter, ils vont échanger les informations. Mais sinon, on n'a pas de filière qui permette de connaître toutes les personnes qui, à l'instant T, sont visées par des enquêtes de crimes organisés. Et donc, du coup, cette filière, ce parquet national de lutte contre le crime organisé permettrait effectivement de pouvoir avoir beaucoup plus de visibilité sur ce qui se passe en termes de crime organisé sur le territoire. Et ça, c'est quelque chose que vous avez proposé ou c'est quelque chose qui a déjà été en discussion? Alors, il n'y a pas que moi qui le propose. Ça a été, vous savez qu'en même temps que j'ai écrit mon livre, il y a une commission sénatoriale qui s'est mise en place à Paris sur justement l'impact du narcotrafic en France. Donc les sénateurs, un groupe de sénateurs qui faisaient partie de cette commission, ont fait des auditions et ils ont entendu tous les responsables des institutions françaises, de la police, de la gendarmerie, des douanes, de la justice, donc du tribunal de Paris, de Marseille. Donc il y a eu, je crois, une centaine d'auditions. Et donc les deux sénateurs qui ont mis en place cette commission ont fait un rapport dans lequel ils préconisaient la mise en place d'un parquet national. Alors eux, ils parlaient d'un parquet national de lutte contre le trafic de stupéfiants. Moi, je parlais d'un parquet national de lutte contre le crime organisé. Mais l'idée, c'est pas de dire c'est moi qui ai eu l'idée. C'est même pas moi qui l'ai eu l'idée. Moi, ce livre, je l'ai construit avec une quarantaine d'entretiens. J'ai fait 1h30 de discussion, comme on fait ici, avec une quarantaine de personnes, avec des magistrats, des policiers que je suis allé rencontrer, ou alors en visio. Et puis j'évoquais toutes les problématiques que eux rencontraient au quotidien et comment est-ce qu'ils envisageaient eux la poursuite de leur comment ils envisageaient l'avenir de la profession, du droit, quelles étaient leurs recommandations. Et c'est au cours de ces auditions finalement qu'est venue cette idée de parquet national de lutte contre le crime organisé. Donc c'est pas tant moi qui l'ai eu, c'est pas important, mais en tout cas l'idée elle a été suggérée et je pense qu'elle est voulue par une bonne partie des professionnels. Et c'est ça qui est important, en fait, finalement. C'est partir de ceux qui connaissent la lutte contre le crime organisé, pour qui c'est le quotidien, et c'est eux qui souhaitent ça. Donc, c'est en ça que c'est important. Non, moi, j'ai trouvé ça intéressant et pertinent, d'ailleurs. Et vous dites aussi, vous parlez du nouvel OFAST par rapport à tout ce qui est trafic illicite de stupéfiants. Vous parlez aussi de réforme parce qu'il y a eu des polémiques, justement, enfin, des affaires... connu justement de corruption, etc. Est-ce qu'on peut y revenir par rapport à l'OFAST? Oui, alors, jusqu'en 2020, on avait un service qui s'appelait l'OCRTIS, Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Et puis, dans les années 2000, 2010, on a eu un certain nombre d'affaires où il y a eu
Alors, c'est difficile d'en parler parce que ce sont des affaires qui ne sont pas en jugé, donc qui ne sont pas encore jugées. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit. En tout cas, il y a eu des soupçons d'affaires où on a où des enquêteurs auraient mal géré des informateurs. Donc, c'est ce qu'on leur reproche finalement. En l'occurrence, c'est pas de la corruption. Les gens ne sont pas enrichis, mais en tout cas, ils auraient géré des informateurs pas comme la loi le recommande aujourd'hui. C'est ce qu'on leur reproche et il y a eu un certain nombre d'affaires, du coup, qui, encore une fois, je le répète, ne sont pas encore jugées, donc il ne faut pas trop en parler, mais qui ont jeté l'opprobre, si je puis dire, sur ce service. Et donc, il y a eu une volonté politique de se dire, on recommence à zéro, on crée un nouveau service, on lui donne une nouvelle doctrine, on lui met une nouvelle direction d'emploi, une nouvelle organisation, et on va lancer ça avec beaucoup plus de moyens. C'était ça aussi qui était important. Et c'est là qu'est né l'OFAST, donc qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le chef de file de la lutte contre le trafic de stupéfiants en France. Et donc, on est passé à l'époque, on avait à peu près 120 enquêteurs à Paris, maintenant ils sont plus de 200. Donc le siège à Paris, et puis un certain nombre de services en province encore aussi, dans les grandes agglomérations. Très très bien. Et là aussi, on va évoquer tout ce qui est collaborateur de justice, parce que c'est très très actuel. Moi, j'ai une question. Par rapport aux textes qu'il y a actuellement en France ou qui sont discutés, par rapport à d'autres pays, comme vous voyez, des pays comme l'Italie, où il y a des repentis, etc., qui sont protégés, en France, les textes ne donnent pas forcément envie à certaines personnes de collaborer parce qu'elles ne sont pas protégées. Alors, c'est pas qu'elles sont pas protégées. Il y a un service qui s'occupe de protéger les personnes dites repenties, les collaborateurs de justice. Il y a un service qui fait ça. Le problème, c'est que les textes aujourd'hui sont construits de telle manière à ce qu'on n'arrive pas à inciter les personnes à rentrer dans ce programme-là. Et il y a plusieurs manières. La première, par exemple, l'objectif pour un repenti, il faut se mettre à la place d'un service enquêteur et de la justice, c'est de dire à quelqu'un vous avez commis une infraction, mais au moment du jugement, vous aurez une peine amoindrie, allégée. En l'échange, vous nous donnez un certain nombre d'informations. Pour le crime organisé, il s'agit de déstructurer des réseaux. Donc on va dire à une personne, vous nous donnez des informations qui nous permettent de déstructurer une équipe, un groupe criminel. Aujourd'hui, par exemple, sur quelqu'un qui n'a pas beaucoup de règlements de compte, d'accord ? Aujourd'hui, la loi ne permet pas à une personne qui a tué une autre personne, donc qui est l'auteur d'un règlement de compte, d'être repenti. Aujourd'hui, c'est pas possible. Pour ce qu'on appelle les crimes de sang, les plus graves, ça n'est pas possible. La loi ne permet pas de faire ça. Donc il faut déjà changer cet aspect-là. Alors c'est difficile à entendre, on se dit, mais après tout, celui qui a tué quelqu'un, c'est le crime le plus important, en fait, de tuer quelqu'un. Il n'y a pas plus grave, en fait. Si, il y a plus grave, en fait. Il faut se rendre compte que celui qui a tué une personne, donc pour un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants, par exemple, il l'a fait sur ordre de quelqu'un. D'accord ? Et ce quelqu'un, qui l'a payé, donc c'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui. Donc il a ce pouvoir de continuer à faire tuer des personnes, en fait, pour son groupe criminel. Donc l'objectif, c'est bien d'arrêter quelque chose ou quelqu'un qui commet des faits plus graves, c'est-à-dire de potentiellement tuer d'autres personnes encore. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Donc celui qui est à l'origine d'un règlement de compte, on lui dit, vous nous donnez l'organisation qui vous a rémunéré pour tuer cette personne, et en échange, vous aurez une réduction de peine. Ça ne veut pas dire pas de peine du tout, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas aller en prison, c'est pas ça du tout, mais en tout cas, on va donner la possibilité d'avoir une réduction de peine. C'est ça l'objectif. Et donc, je crois qu'il faut vraiment modifier ce texte, commencer par modifier effectivement la liste des infractions pour lesquelles on peut être repenti. C'est ce que vous dites dans votre livre. Et moi, c'est effectivement, vous parlez de certains cas qui sont quand même connus. Et effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, les textes tendent à ce que vous dites ou à inciter les gens à devenir des repentis ou autres ? Je ne pense pas. Alors, il y a un gros texte qui est en discussion en ce moment même à l'Assemblée nationale, donc on va voir ce qui va en ressortir. En tout cas, le Sénat a voté un texte qui allait dans le bon sens il y a à peu près 3 semaines. Maintenant, il faut que ce texte soit confirmé par l'Assemblée nationale. Enfin, il y a tout le circuit donc, de création de la loi, de modification des lois. Donc, on va voir ce qui va en sortir. En tout cas, l'impression que j'ai, c'est que les parlementaires, aujourd'hui, ont pris la mesure de l'importance
du problème, donc du crime organisé en France, et veulent aller de l'avant pour essayer de nous donner les moyens juridiques au moins pour qu'on puisse faire mieux. Donc on va voir. Je suis attentif. J'ai quelques craintes aujourd'hui parce que ça se passe pas très bien à l'Assemblée nationale. Malheureusement, on retrouve un système un petit peu très politique où chacun ne cherche surtout pas le consensus, mais cherche surtout à faire de la politique. Donc j'ai quelques craintes, mais voilà, on verra. On verra, attendons. À un moment donné, vous parlez je passe du coq à l'âne, vous parlez de Dubaï. Par rapport à l'Eldorado des trafiquants, on peut revenir un peu sur ça, justement. Est-ce que c'est toujours l'Eldorado des trafiquants de Dubaï? Alors Dubaï, ça a commencé, on va dire, dans les années 2010. On s'est rendu compte, dans nos enquêtes, qu'on avait de plus en plus de chefs, de patrons, de groupes criminels qui partaient à Dubaï. Et du coup, il faut savoir qu'une fois que quelqu'un va à l'étranger, si c'est en Europe, ça se passe relativement bien. On parle de coopération policière, on parle de coopération de la justice aussi. Donc, ça fonctionne relativement bien en Europe, ça fonctionne relativement bien avec d'autres pays à travers le monde. Mais il y a un certain nombre de pays où c'est beaucoup plus compliqué. Et Dubaï en fait partie. Donc, ça permettait à ces narco-trafiquants d'aller à Dubaï, de pouvoir blanchir leur argent, parce qu'ils achetaient beaucoup d'immobilier. Ils achetaient des immeubles, ils achetaient des entreprises, des restaurants, des choses comme ça, des boîtes de nuit, voilà. Donc, ils blanchissaient leur argent. Et puis, ils pouvaient vivre la grande vie, puisque Dubaï, c'est ça, en fait. Pour eux, c'est la grande vie. Ils vivent au soleil, dans des endroits de luxe, tout en se disant, les services d'enquête français, et c'est le cas pour d'autres pays aussi en Europe, ne peuvent pas venir me chercher moi et ne peuvent pas venir chercher mon argent. Donc, ils allaient tous à Dubaï. Et donc, on s'est rendu compte de ça. Donc, c'est un problème quand même, hein, puisqu'on ne peut pas aller au bout de nos enquêtes. Hein. Il y a des gens qui sont condamnés et qui sont en fuite à Dubaï. On ne peut pas les interpeller, les faire revenir pour qu'ils puissent purger leur peine. Et ben, du coup, après, il faut se mettre d'accord avec Dubaï, en fait. Il faut travailler la coopération, justement, entre pays. Donc, c'est d'abord du rôle du politique. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de ministres qui vont se déplacer à Dubaï, hein, pour échanger avec les ministres du Bayotte, pour voir comment on peut faire pour améliorer les choses. Et donc après, on a ce qu'on appelle des conventions entre les États qui permettent effectivement de pouvoir faire interpeller un certain nombre de personnes là-bas. Donc les choses aujourd'hui évoluent un petit peu. Maintenant, il y a des policiers maintenant qui sont là-bas spécifiquement pour ça, en fait, pour aider au développement des relations internationales. Il y a un magistrat aussi qui est depuis 1 an maintenant à Dubaï pour mettre un petit peu d'huile dans les rouages, si je puis dire, entre la justice du Bayotte et la justice française. Donc, on va voir maintenant comment ça va évoluer. Pour l'instant, on va dire que c'est lent, mais ça commence à venir. En tout cas, ça commence à changer. Mais après, il ne faut pas se leurrer. Peut-être que dans 2-3 ans, ils ne seront plus en sécurité à Dubaï. Mais du coup, ce serait un autre pays, en fait. Parce qu'il y a plein de pays encore sur la planète où on peut se cacher, où on peut cacher l'argent. Donc, c'est toujours ça, en fait, hein, la course après les délinquants. Ils vont se cacher, ils changent de pays parce que c'est plus à la mode, mais il y a d'autres pays encore où on a moins d'accords, où ça se passe pas très très bien avec la France. Vous avez parlé, je crois, de Turquie ou d'Iran. Oui, en fait, c'est tout simplement la géopolitique. On sait très bien qu'on a des relations diplomatiques difficiles avec la Turquie. L'Iran, j'en parle pas, c'est encore plus compliqué. Après, attention, hein, il faut que les trafiquants puissent eux aussi se sentir à l'aise dans le pays où ils vont. Je suis pas sûr qu'en Iran, ils se sentent bien à l'aise quand même. Hein. Donc, mais il y a des pays, effectivement, comme la Turquie, je pense, où ils pourraient très bien vivre. Il y en a d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer, je ne vais pas leur donner des idées après tout. Hein. Mais en tout cas, je suis pas inquiet pour eux, mais en tout cas, il faut que... C'est très important la coopération internationale quand même, parce qu'aujourd'hui, la criminalité organisée, ça se passe plus juste dans un pays. Tout seul, on n'est pas grand-chose finalement. On interpelle des gens, oui, qui sont sur le territoire, mais ce ne sont pas les plus importants. Et à un moment donné, si on n'interpelle pas les plus importants, ce qu'on appelle les têtes de pont, les chefs de réseau, à ce moment-là, ils vont toujours reconstituer ces réseaux. Donc l'objectif, en déstructurant, il faut bien arriver à la tête et puis pouvoir interpeller cette tête-là. Mais ça va, il y a eu quand même des extraditions, enfin pas énormément, mais il y en a quand même. De Dubaï, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de criminels qui ont été interpellés à Dubaï, mais ils ont été relâchés. Donc, ils n'ont pas été extradés encore. Il y a eu un exemple il y a quelques jours. Il y en a un qui a été effectivement extradé vers la France. Donc, c'est très bien. Mais il y en a encore plein d'autres maintenant. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas que des Français, hein, mais ça se joue au niveau européen aussi. Hein. Il y a des Italiens, il y a des Hollandais, il y a des Belges, des choses comme ça. Donc, mais voilà, ça avance tout doucement, mais ça avance. Ça va dans le bon sens, on va dire. Et ça devait être frustrant pour vous de vous dire, en fait, on
on a toutes les informations, on a tout, mais on peut pas l'interpeller parce qu'il est dans un pays qui n'extrade pas forcément. Alors frustrant, oui, ça l'est, parce qu'on se dit, on a résolu notre enquête, on a identifié tous les suspects. Après, on fait notre travail, en fait. Donc, les policiers euh, qui ont donc accumulé les preuves rendent les dossiers aux magistrats. Les affaires sont jugées, même si les personnes ne sont pas là, elles sont jugées quand même, hein. Et après, du coup, ils ont des mandats d'arrêt s'ils sont effectivement jugés coupables. Et c'est le processus qui est comme ça. Voilà. Oui, c'est frustrant parce qu'on se dit, celui-là, il a fait ceci, il a fait cela, il se la coule douce à Dubaï. Donc oui, c'est frustrant, mais c'est comme ça. Mais généralement, ils vont à Dubaï, c'est parce qu'ils sont dans le crime organisé, spécifiquement le trafic de stupéfiants. Alors, le crime organisé, c'est pas que le trafic de stupéfiants, c'est le proxénétisme, il y a plein d'infractions finalement, hein. Donc, mais en général, très souvent, les groupes criminels font tout, en fait. Ils font tout ce qui leur rapporte de l'argent, en fait, hein. Donc, ceux qui font du trafic de stupéfiants font aussi du proxénétisme. Donc, voilà, il y a beaucoup de matières. Il n'y a pas que le trafic de stupéfiants, mais on est beaucoup plus axé aujourd'hui sur cette matière-là, parce qu'on voit les dégâts que ça peut faire aussi dans toute la France. Donc c'est pour ça. On se dit qu'il faut qu'on avance maintenant et qu'on aille un petit peu plus loin. Et à un moment dans votre livre, justement, vous parlez d'un chapitre qui est la France et la mafia. Vous définissez ce qu'est une mafia. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est une mafia, s'il vous plaît? Alors, la mafia, il faut savoir que c'est quand même un terme qui est plutôt plus italien que français. Nous, on l'utilise, mais on a tendance à utiliser ça de façon un peu pas très juste. La mafia en Italie, en fait, ce sont déjà des regroupements familiaux, très souvent, mais qui sont sur un territoire bien particulier. D'accord? Donc, l'objectif des mafias, c'est de gérer leur territoire. Mais ils gèrent leur territoire, mais pas forcément uniquement tout ce qui est illégal. Ils vont aussi créer des entreprises. Ils vont, dans ces entreprises, ils vont employer un certain nombre de personnes pour faire des choses tout à fait légales. Par exemple, ils vont créer des entreprises de transport. Donc, ils vont embaucher des personnes, ils vont embaucher des chauffeurs, ils vont embaucher des personnels de quai, des choses comme ça. Mais du coup, dans ces entreprises-là, on va mélanger à la fois ce qui est légal et ce qui est illégal. Mais du coup, la mafia aussi, sur ce territoire-là, elle a ce rôle aussi de créer de l'emploi, finalement. Donc, elle est parfois un petit peu perçue comme un sauveur sur le territoire parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'il y a des difficultés. Et donc, la mafia, elle essaye d'avoir ce rôle-là, d'employer des personnes, mais elle essaye aussi d'intégrer les sphères politiques. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de corrompre des politiques pour pouvoir avoir peut-être, par exemple, on va parler, je sais pas moi, dans une ville, on veut construire un centre commercial, il va falloir un permis de construire de la mairie. Du coup, si on peut arriver à graisser la patte du maire pour pouvoir obtenir ce permis de construire, on va le soudoyer, donc on va corrompre ce maire-là. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir agir aussi sur toute cette sphère politique, de gérer les politiques pour pouvoir arriver à ses fins. Ça peut aussi être la possibilité d'avoir des subventions. Par exemple, en France, on connaît les subventions des associations, par exemple, hein, que peuvent parfois donner des mairies, parfois donner un ministère. Les mafias vont aussi, en Italie en tout cas, créer effectivement un certain nombre de structures pour recevoir des subventions, donc de l'argent public. Et puis, il y a aussi ce truc très important dans les mafias, c'est de se dire que si vous n'obéissez pas à la mafia, il peut vous arriver quelque chose. Donc, il y a cette pression qui est mise sur tout le monde. Ils n'ont même plus besoin de violence aujourd'hui en France, hein, en Italie, hein, la mafia. Juste le fait de savoir que peut-être il pourrait vous arriver quelque chose, parce que c'est la mafia, les gens font un certain nombre de choses qui sont interdites. Et donc, c'est ça, en fait, la mafia, en fait. C'est toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'en France, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mafia du tout. Mais en tout cas, on n'a pas de mafia française, disons. On peut avoir certains groupes mafieux italiens qui viennent blanchir de l'argent en France, ça peut arriver. Mais dire qu'on a des groupes mafieux spécifiquement en France, je ne crois pas, parce que déjà, les chefs, je vous le disais tout à l'heure, les chefs de clan, ils vont à l'étranger. C'est ça qui est paradoxal, en fait. Ils ne restent pas en France. Ils n'ont pas forcément cette volonté d'avoir une emprise sur un territoire bien particulier. Ils ne cherchent pas trop non plus à vouloir soudoyer la sphère politique. Il y a des politiques corrompus, hein, ça existe, mais pas dans la même taille, dans la même envergure que ça peut se passer en Italie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on parle de mafia. On n'a pas de mafia en Europe, mais on a des groupes criminels, pour le coup. Donc c'est un petit peu différent. Donc des groupes qui commettent un certain nombre d'infractions,
criminelle, en bande organisée. Et donc, ça, on a. Mais on n'a pas forcément de mafia. De toute façon, en fait, la mafia est un État dans l'État, en fait. Oui, c'est ça, complètement. C'est la mafia gère, en fait, l'État. Si vous la mafia a la main sur la mairie, parce qu'ils ont pu corrompre un certain nombre d'élus. Ils ont pu corrompre peut-être des policiers, peut-être parfois des magistrats, enfin des personnels de préfecture. Enfin, donc ils gèrent, c'est eux qui arrivent à gérer avec leur emprise. Ils arrivent à gérer en fait l'État. C'est pour ça qu'on parle d'État dans l'État. Et là, je vais m'arrêter sur ce qui est d'actualité en ce moment, c'est le trafic de stupéfiants, parce que vous faites une bonne focalisation là-dessus. Je vais lire un peu ce que vous avez écrit. Vous dites, d'après le rapport du CIRASCO en 2022, le trafic de stupéfiants était opéré par un tiers des groupes criminels. Il était lié à 80% des règlements de compte et 25% des saisies d'armes. En 2023, les profits du trafic de stupéfiants s'élevaient à environ 3 milliards d'euros, soit 0,1% du PIB national, cet argent étant blanchi au niveau national et international. À cela, il convient d'ajouter 400 millions d'euros qui concernent les importations, même si elles sont plutôt comptabilisées par les pays exportateurs. Et là, vous ajoutez, en France, environ 240 000 personnes vivent directement ou indirectement de ce trafic, dont 21 000 qui en tirent leur profit principal, source de revenus et d'activité. Après, vous distinguez cannabis, cocaïne, héroïne, etc. Est-ce que parce que là, en ce moment, on est dans cette histoire de loi narcotrafic. Est-ce que vous voyez que l'État français mesure l'ampleur que ça a pris? Oui, je pense qu'il le mesure maintenant, après toutes ces auditions dont je vous parlais tout à l'heure. Mais surtout, il mesure aussi ce que ça représente en termes de blanchiment. Et c'est peut-être là qu'on a notre plus grosse marge d'amélioration, de progression. On n'arrive pas aujourd'hui, on a du mal, enfin on le fait, mais on doit aller beaucoup plus loin dans ce qu'on appelle la saisie des avoirs criminels, c'est-à-dire l'argent qui est le produit du trafic de stupéfiants. On doit aller beaucoup plus loin là-dedans, mais pour ça, il nous faut plus de monde, parce qu'on se rend compte qu'on manque d'enquêteurs spécialisés là-dessus. Et ce sont des procédures qui sont longues, qui sont complexes, qui sont très techniques. Et donc, on manque de ça. Donc, c'est là-dessus qu'on doit vraiment s'améliorer, beaucoup en fait. Mais ça veut dire, encore une fois, avoir beaucoup plus d'enquêteurs, de moyens, de procédures là-dessus. Et à ce moment-là, c'est un cercle vertueux, en fait, puisqu'à partir du moment où vous arrivez à récupérer de l'argent des groupes criminels, vous le réinjectez dans l'économie légale. Donc, du coup, ça peut être que vertueux. Donc, aujourd'hui, là aussi, il y a des textes qui ont été modifiés. C'est ce qu'on appelle la loi Warsmann. C'est un texte qui nous permettait donc de saisir un certain nombre d'effets personnels, c'est-à-dire des voitures, des immeubles, de l'argent, des choses comme ça. Mais sauf que cette saisie, elle doit être confirmée au jugement par ce qu'on appelle une confiscation. Le juge dit, OK, les services d'enquête ont saisi, moi je confisque, et du coup je redonne ça à l'État. C'est comme ça que ça fonctionne. Sauf qu'on se rendait compte que dans un certain nombre de procédures, il n'y a pas cette confiscation à la fin, ce qui fait que un certain nombre de choses étaient restituées aux personnes. Du coup, aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui va avoir l'effet inverse et qui va dire ce qui est saisi dans l'affaire, c'est automatiquement confisqué à la fin, sauf si le juge estime qu'il n'y a pas lieu à confisquer. Et donc, du coup, on va, je pense, avoir ici une très grosse augmentation des confiscations et donc de l'argent qui va être réinjecté dans le système des institutions. Et parce que dans votre livre, à un moment donné, vous parlez justement du trafic de stupéfiants en France. Vous parlez justement de l'effet des mules qui viennent, notamment des Antilles françaises, de Guyane. Vous dites qu'en gros, il y a des améliorations, mais ça reste toujours assez compliqué de pouvoir les saisir. Et notamment, et vous parlez aussi du fait que tous ces trafics de stupéfiants engendrent justement des règlements de compte. Et vous dites en 2023 qu'en Guadeloupe, il y a eu 41 meurtres liés justement à ces histoires de trafic de stupéfiants. Parce qu'on n'en parle pas vraiment, on parle plus de Marseille. Et vous dites qu'à Sainte-Lucie, c'est encore pire. C'est encore pire. Les Antilles françaises, j'y ai travaillé. J'ai travaillé 2 ans en Martinique, à ce qui était l'Octrice à l'époque. Et effectivement, on ne s'en rend pas compte, mais on a beaucoup plus d'homicides qu'en métropole, dans les Antilles, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe. Parce qu'on a la proximité des États-Unis, où les armes sont en vente libre,
Et donc, on a beaucoup d'armes qui circulent aux Antilles. Et donc, du coup, beaucoup plus de règlements de compte. Et encore, on est effectivement sur les Antilles françaises, on est moins impacté que par exemple Sainte-Lucie, l'île de Sainte-Lucie qui est juste en face de la Martinique, hein, qui a, j'ai plus les chiffres, hein, mais qui a un nombre de règlements de compte qui est très, très important. Et d'autres îles comme, je pense à la Jamaïque, des choses comme ça, où on a des taux d'homicide qui sont très, très importants. Mais parce qu'on a une grosse, grosse circulation d'armes. Et de stupéfiants aussi. Ah de stupéfiants, forcément. Il faut savoir que les Antilles, en fait, c'est ce qu'on appelle la porte d'entrée, un petit peu. C'est une plaque tournante pour la cocaïne entre l'Amérique latine, où elle est produite, donc la Colombie notamment, qui est le plus gros, le plus gros pays de production de la cocaïne. Et donc après, une partie en tout cas du produit passe par les Antilles pour ensuite être réacheminé vers l'Europe métropolitaine. C'est-à-dire vers les ports en fait. Hein. La majeure partie du trafic de cocaïne, ça passe par les ports, hein, donc les containers notamment. Et donc les Antilles sont cette porte d'entrée vers l'Europe. Et donc forcément les groupes criminels ont très souvent un certain nombre de personnes, de jeunes souvent, qui s'occupent de ça aux Antilles. Et vous parlez juste après de la Guyane. Vous dites qu'en 2022, 17,1% de la cocaïne arrivant en métropole provenait de la Guyane. Et vous dites qu'à un moment donné, il y a eu la stratégie plan mule, en gros, contrôle systématique de toutes les personnes provenant des Antilles. Ça a fonctionné plus ou moins. Enfin, en tout cas, oui, ça a bien fonctionné quand même, bien sûr. En fait, on s'est rendu compte que dans tous les avions qui provenaient de Guyane, c'est toujours le cas, il y a un certain nombre de personnes qui ont de la cocaïne sur eux. Ça peut être dans les valises, ça peut être ingéré aussi. Et donc, ce qui a été décidé, en fait, c'est de se dire, on va annoncer que on contrôle toutes les personnes au départ de la Guyane pour voir ce que ça donne. Et donc, effectivement, il y a eu une systématisation des contrôles et les autorités se sont rendues compte qu'étrangement, il y avait un certain nombre d'annulations pour ces vols-là. 30%. Voilà, donc 30% d'annulation pour ces vols. Donc, ça donne à peu près l'idée du nombre de personnes qu'il y avait sur un vol qui transportait de la cocaïne. Hein. 30% pardon, de personnes dans un avion de 300 personnes. Ça fait à peu près 100 personnes qui ont de la cocaïne sur eux, sachant qu'en général, les services, à l'arrivée, ont la capacité d'interpeller 2, 3, 4 personnes. Mais ça, c'est un calcul que font les groupes criminels, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont perdre la quantité que transportent 2, 3, 4 personnes, mais à côté de ça, il y en a 10, 20, 30 qui passent. C'est un calcul du profit, en fait, c'est ça. Hein. Et donc, ils acceptent de perdre une partie, mais ils savent que derrière, ils vont gagner beaucoup plus par rapport avec ce qui est passé. Donc, après, les groupes criminels, ils se sont adaptés. Hein. Ils sont pas cons non plus. Hein. Ils s'adaptent. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, de toute façon. Hein. On met en place ce qu'on appelle une contre-mesure. D'ailleurs, eux, ils s'adaptent. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que leurs mules, en fait, ils les ont fait passer par les Antilles. Ils ont fait Guyane, Fort-de-France ou Guyane, Pointe-à-Pitre. Et ensuite, ils arrivaient à Paris. Mais du coup, il n'y avait pas cette systématisation des contrôles au départ de Fort-de-France ou de Pointe-à-Pitre. Donc, du coup, ils arrivaient à passer au travers comme ça. Donc, il y a toujours cette... De toute façon, c'est toujours comme ça. On met en place, je vous l'ai dit, des contre-mesures et d'ailleurs, ils s'adaptent. On a mis en place un certain nombre de mesures dans les ports français où on réussit à être un petit peu meilleur dans le contrôle des containers, par exemple. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les trafiquants, maintenant, vont peut-être parfois larguer la cocaïne en mer avec des GPS et un certain nombre de personnes qui vont aller récupérer en mer la cocaïne. C'est comme ça qu'on a eu, il y a 2 ans, notamment sur les côtes normandes, on avait des ballots de cocaïne qui arrivaient sur les plages parce qu'ils avaient été mis à l'eau comme ça, sauf qu'ils n'avaient juste pas été récupérés. Donc ils s'adaptent, les trafiquants s'adaptent toujours. Mais justement, là, j'ai une question technique. Comment vous faites pour détecter le fait que cette personne potentiellement est une mule ou quelqu'un qui transporte de la cocaïne? Vous arrivez à... Alors, déjà, il y a des scanners, déjà, quand même. Il y a des appareils qui permettent de déceler dans une valise s'il y a de la cocaïne, des choses comme ça. Donc ça, c'est une première chose. Après, elle est plus ou moins bien cachée. Les trafiquants essaient de la cacher en essayant de tromper les appareils. Et puis ensuite, il y a effectivement les personnes qui ingèrent de la cocaïne. Donc là, c'est compliqué. Alors, je ne vais pas vous dire, je vais vous donner tous les trucs astuces non plus. Quand même, hein. On va pas leur donner des idées. Mais oui, il y a des techniques. L'expérience fait qu'à un moment donné, on arrive à repérer, alors pas tous, évidemment, mais peut-être dans le parcours de certaines personnes, c'est beaucoup moins vrai maintenant, mais par exemple, il y a 10 ans,
On se disait, par exemple, une personne les personnes qui ramenaient de la cocaïne, c'était peut-être plutôt des femmes, plutôt jeunes, qui faisaient un voyage, mais elles faisaient un aller-retour sur 3 ou 4 jours. Alors qu'en général, quand on vient de Guyane en France, on reste 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et là, c'était des allers. Donc voilà, on fait des recherches un petit peu, on essaie de cibler un petit peu les personnes, voir ce qu'on peut trouver qui est inhabituel. Et c'est comme ça qu'on arrive à identifier l'un ou l'autre passeur. Mais c'est loin d'être la totalité. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur Marseille dont vous parlez. Dans votre livre, vous dites qu'il y a 20 ans, parce qu'au niveau des règlements de compte, il y a 20 ans, un tueur se voyait rémunéré entre 80 000 et 100 000 euros pour ses méfaits. Et aujourd'hui, le tarif à Marseille tourne plutôt autour de 10 000 à 15 000 euros. Voire moins, en fait, maintenant. Voire moins. Oui. Et en plus, les tueurs sont de plus en plus jeunes aussi. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, certains peuvent aller tuer, et parfois des mineurs, hein, pour 2-3 000 euros. Voilà, c'est le prix de la vie. C'est effrayant. C'est effrayant parce que ces jeunes-là, en fait, je crois, plus aucune idée, ne sont plus du tout structurés pour comprendre la valeur d'une vie, en fait, finalement. Ils ont un système de pensée qui est tel que ça n'a plus d'importance. Que ce qui compte pour eux, c'est l'argent qu'ils vont en tirer. 3 000 euros, et d'ailleurs, souvent 3 000 euros, 2-3 000 euros, peut-être un peu plus parfois, mais qui vont claquer comme ça. C'est-à-dire que c'est pas de l'argent où ils vont se dire j'ai pas de thunes, j'ai pas d'argent, je vais mettre de côté, je vais investir pour... C'est pas du tout ça la mentalité, en fait, de ces jeunes-là. Ils vont avoir 3 000 euros, ils vont s'acheter un iPhone, une console de jeu, des fringues, et puis ils n'ont plus rien. Et donc, du coup, après, on va recommencer parce qu'il faudra de l'argent de nouveau. Déjà pour vivre un petit peu, pour manger, peut-être pour faire un petit peu la belle vie, pour sortir un petit peu avec les potes, des choses comme ça. Et donc, on va recommencer comme ça. Et effectivement, on se rend compte aussi que on a aussi bien les auteurs que les victimes sont de plus en plus jeunes. Ça aussi, les victimes sont de plus en plus jeunes aussi, hein, puisque dans les victimes de ces règlements de compte, il y a quelques années, on tuait le chef de gang, si je puis dire, le chef du groupe criminel. Mais aujourd'hui, pour faire peur, ça peut être juste celui qui surveille l'entrée de l'immeuble. Ça peut être une façon soit d'impressionner dans l'immeuble et dire c'est nous qui tenons le quartier. Donc celui qui parle, vous savez ce qui peut lui arriver. C'est une façon de dire ça en fait. Hein, c'est de mettre sous coupe réglée en fait tout un quartier. Hein. Ou alors c'est de pouvoir parfois reprendre le terrain à un groupe criminel adverse en fait. De se dire, tel quartier, il était tenu par tel groupe, et du coup, il y a une concurrence qui fait qu'un groupe criminel va vouloir récupérer ce terrain-là, et donc ils vont aller tuer 1, 2, 3 personnes de ce quartier-là. Ouais, parce que vous parlez aussi vous parlez de la banalisation, c'est aussi parce que beaucoup de vidéos violentes qui sont visibles, visionnées, les séries aussi, des séries comme Narcos ou autres qui montrent que voilà, ça se passe comme ça. Alors attention, faut pas tout mélanger. C'est pas parce qu'on regarde des séries qu'on devient un tueur. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ça peut Mais effectivement, ça fait. Il y a une espèce de. La sphère culturelle est importante aussi. On le voit effectivement à travers ce que regardent ces jeunes maintenant, comme des séries comme Narcos ou à certains raps, une certaine partie du rap français par exemple, qui parle très facilement de stupes, de police, de choses comme ça. Donc oui, alors ça ne veut pas dire que c'est pas ça qui fait qu'on devient criminel en tout cas, mais ça fait partie peut-être un petit peu de cette culture des groupes criminels en fait. C'est leur culture à eux en fait. Et là aussi, justement, juste pour revenir sur le trafic de stupéfiants, vous parlez à un moment donné, vous faites un focus sur la Seine-Saint-Denis. C'était intéressant, savoir que c'est un territoire qui est quand même gangréné par le trafic de stupéfiants. Est-ce qu'on peut y revenir dessus, s'il vous plaît ? Oui, alors la Seine-Saint-Denis, mais c'est exactement la même problématique que Marseille. Hein. C'est un territoire où, avant d'avoir la drogue, on a beaucoup de pauvreté. Comme Marseille, en fait. Hein, les quartiers nord, c'est ça aussi. Hein, c'est-à-dire que ce sont des territoires où les trafiquants profitent de la pauvreté pour y trafiquer, finalement. Et c'est ça qui fait c'est pas parce qu'on est en Seine-Saint-Denis qu'on est trafiquant. Hein. Mais par contre, quand on est effectivement dans des territoires comme celui-là, ou comme les quartiers nord de Marseille, ou d'autres villes françaises, hein, il y en a d'autres, hein, quand on est dans un territoire et qu'on n'a pas d'argent, vous avez un choix.
soit vous essayez de vous en sortir et vous ramez plus dur, parce que c'est plus dur dans ces quartiers-là de s'en sortir, soit vous avez la facilité, vous avez un pote qui vous dit tiens, tu veux pas rester là 1 heure, tu vas te faire un billet de 50 balles. Et pour des familles qui n'ont pas d'argent, ça peut être une opportunité. Le gamin, il peut aussi se dire ça, peut-être que ça va aider ma mère qui travaille du matin 6 heures au soir 20 heures pour avoir 2 salaires de misère, qui n'est pas là à la maison, mais du coup, puisque la mère n'est pas à la maison, elle ne peut pas surveiller les gamins. Donc c'est un espèce de cercle vicieux, vous voyez. Le gamin, il n'est pas surveillé, du coup, il va faire n'importe quoi, on ne sait pas qui est-ce qu'il va rencontrer. Potentiellement, il va faire des mauvaises rencontres. Et c'est comme ça qu'on arrive effectivement dans un groupe criminel après à faire le guet au pied d'une cité. Et ça, ce sont des phénomènes qu'on rencontre effectivement plus dans certains quartiers, notamment de Seine-Saint-Denis, encore une fois, ou de Marseille, ou d'autres quartiers pauvres en France. Il n'y a pas que ces deux villes-là. Et c'est dramatique, mais parce qu'effectivement, la Seine-Saint-Denis, c'est un des territoires les plus pauvres en France, en fait. On regroupe le plus de quartiers, le plus de pauvreté sur le territoire national. Donc c'est là où il y a le plus d'inégalités dès le départ. Hum, 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 hum. Et là, je vais parler du trafic d'êtres humains, parce que là, vous dites en gros, dans votre livre, euh, en gros, vous dites, parmi les victimes, on dénombre 79% de femmes, 12% d'hommes et 9% pardon, de personnes transgenres. 2 tiers sont originaires d'Afrique, 15% d'Amérique du Sud, 13% d'Europe et 7% d'Asie. À noter que le nombre de victimes venant d'Amérique du Sud est en augmentation, principalement en provenance du Brésil, du Pérou, du Venezuela. Euh, donc, le trafic d'êtres humains, ça regroupe généralement tout ce qui est prostitution. C'est principalement la prostitution. En fait, on va dire, notamment effectivement en Afrique ou en Amérique du Sud, mais ça vient aussi d'Europe de l'Est un petit peu. On va dire à des filles, on va leur promettre un voyage en Europe. Et une fois qu'elles sont en Europe, on va leur mettre la pression. On va leur dire maintenant, il n'y a pas de billet de retour. Et tu vas faire ça pour nous. Tu vas te prostituer. Et si tu le fais pas, au pays, il y a tes enfants, il y a peut-être tes parents, et on va leur faire du mal. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive effectivement à mettre la pression sur un certain nombre de personnes, des femmes notamment, pour qu'elles se prostituent. Et donc, pour ce qui est de l'Amérique du Sud, par exemple, elles arrivent principalement d'abord en Espagne, puisqu'il y a une barrière de la langue il n'y a pas de barrière de la langue, justement, elles parlent la même langue, pardon. Et donc, comme ça, elles peuvent s'habituer un petit peu à l'Europe. Et après, il y a cette volonté de dire, on va les emmener en France, on va les emmener en Allemagne, on va les bouger tout le temps, en fait, précisément pour faire qu'elles n'aient pas de repères, qu'elles ne puissent pas lier connaissance avec qui que ce soit et potentiellement appeler au secours. Et donc, du coup, elles vont rester 1 nuit, 2 nuits dans un hôtel, avec des équipes qui vont mettre des annonces sur certains sites spécialisés de prostitution. Donc, c'est comme ça que les rendez-vous vont se faire, en fait. Ces trafiquants donc d'êtres humains, puisque c'est comme ça, vont même mettre des caméras dans les chambres pour pouvoir surveiller les filles. Donc, ils récupèrent forcément l'argent. Et derrière, au bout d'une nuit, 2 nuits, ils vont partir, ils vont dans une autre ville. Et comme ça, effectivement, c'est ce qui rend difficile les enquêtes, en fait. C'est qu'ils sont très, très mobiles. Et donc, il faut arriver à les suivre à la trace. Et derrière, il faut réussir aussi, parce que c'est quand même ça le principal, en fait. Là, pour le coup, c'est pas du stup, c'est pas de la marchandise. Mais la marchandise, c'est le corps humain, en fait. Donc, c'est qu'il faut arriver à protéger ces femmes, à les sortir, en fait, de ces groupes criminels et à essayer de faire en sorte, surtout, que elles n'aient pas peur de ce qui peut se passer dans leur pays d'origine. C'est là qu'on retrouve l'importance de la coopération. Si vous arrivez à avoir une coopération efficace avec des pays d'Amérique du Sud, où là-bas, on va pouvoir aussi interpeller les têtes de réseau, vous allez pouvoir dire à ces filles en France, n'ayez plus peur, votre famille est protégée là-bas, elle est en sécurité, et du coup, ces filles-là vont être... on va les aider avec des associations, elles vont rentrer dans des associations qui vont les aider déjà à sortir de ces groupes criminels, à revivre, à se restructurer un petit peu. Et aussi, du coup, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que ces filles dénoncent les groupes criminels qui les ont emmenés et qui les traitaient en France. Et après aussi, vous parlez justement de trafic de migrants aussi. Avec ce qui se passe, je pense, à Calais, les gens qui veulent traverser pour rejoindre leurs familles qui sont en Angleterre. C'est ça. Moi, je savais pas qu'il y avait quand même des gens qui réussissaient la traversée. J'ai entendu des gens qui avaient essayé de traverser qui sont malheureusement décédés, mais je ne savais pas qu'il y avait autant de gens qui avaient réussi quand même la traversée.
Alors je pense qu'il y a une volonté aussi de ne pas trop l'ébruiter, de sorte à ce que ça ne donne pas des idées à plus de personnes encore. Donc il y a des personnes qui y arrivent, effectivement, mais il y a des personnes qui meurent aussi, en fait. Et c'est ça qui est dramatique, en fait. On est toujours là, c'est-à-dire qu'il y a des groupes criminels qui surfent un petit peu sur la misère de ces gens. Puisque ces gens qui veulent regagner l'Angleterre, effectivement, viennent de certains pays d'Afrique où ils ont connu la misère. Donc ils ont traversé déjà un premier océan pour arriver effectivement sur les côtes européennes. Et derrière, ils arrivent, quand ils y sont arrivés, ils arrivent en France. Et donc ils vont effectivement sur les côtes du nord de la France pour aller l'Angleterre. Et là, effectivement, au début, ils essayaient de rentrer dans les camions, de se cacher dans les camions. Après, et encore maintenant d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les small boats. Et donc effectivement, après, on voit plusieurs dizaines de personnes sur des bateaux faits de briques et de broc, qui sont surpeuplés, puisqu'on met plus de monde, évidemment, que la capacité même que peuvent avoir ces embarcations, avec le risque qu'à un moment donné, effectivement, en pleine mer, l'embarcation coule, et avec les personnes avec. Donc ça arrive malheureusement régulièrement. Mais à côté de ça, il y a des gens, effectivement, des trafiquants qui se font plein d'argent sur le dos de ces misères-là. Et là, j'aimerais parler de la cybercriminalité, qui est quelque chose en expansion. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire sur la cyber... Alors, la cybercriminalité, ça regroupe beaucoup de choses. La cybercriminalité, ça peut être déjà juste un moyen de parvenir à ses fins. C'est-à-dire que ça peut être un moyen de blanchir de l'argent, avec des crypto-monnaies, par exemple. Ça peut être, la cybercriminalité, ça peut être le darknet. Le darknet, où vous allez pouvoir acheter de la drogue directement sur le darknet, vous faire livrer à domicile. Ça peut être, vous avez la possibilité d'acheter des faux papiers. Ça peut être la possibilité de corrompre un certain nombre de personnes, parfois des policiers, c'est arrivé. Des policiers qui se trouvaient sur le darknet et puis qui vendaient des informations à des personnes. Ça peut être des consultations de fichiers, par exemple. Ce sont des phénomènes qu'on connaît dans la police, malheureusement. Et donc, ça peut être ça, la cybercriminalité. Ça peut être aussi le fait, et ça, c'est plutôt de la géopolitique, du coup, on avait cette crainte-là pour les Jeux Olympiques, par exemple, c'est que des pays, plutôt des pays de l'Est, comme la Russie, ou voire la Chine, veuillent mettre à mal les infrastructures informatiques françaises. Par exemple, si on a des attaques sur cyber pendant les Jeux Olympiques, imaginez que vous faites des attaques. Maintenant, tout est informatisé, en fait. Maintenant, la conduite du métro, les chronomètres sur des épreuves olympiques sont informatisés. Donc, si vous arrivez à mettre la main, justement, sur ces serveurs et les mettre en panne, vous pouvez désorganiser beaucoup de choses dans un État. Donc, du coup, ça peut aussi être ça, en fait, la criminalité organisée. C'est quelque part, c'est une guerre d'État à État, puisqu'on se rend compte que bien souvent, quand même, la Russie est à l'origine d'un certain nombre d'attaques pour ce qui est de la France. Ça peut être, on l'a connu aussi, ce qu'on appelle des ransomware, mais par exemple, on va mettre en croix tout un hôpital. Un hôpital, quand même. Et on va leur dire, voilà, si vous nous donnez 100 000 euros, 200 000, etc., sinon, on ne vous rend pas votre informatique. On ne vous permet pas de continuer vos opérations, on ne vous permet pas de retrouver les dossiers de vos patients, etc. Donc, du coup, pour un hôpital, c'est très dangereux, en fait, quand vous êtes dans un hôpital. Et donc, du coup, ça peut être ça aussi, en fait. La criminalité organisée, c'est de mettre à mal des structures pour pouvoir avoir de l'argent en échange. Très, très bien expliqué. Et vous parlez justement dans les dernières pages, de la corruption d'agents publics et privés. Il y avait M. Retailleau qui avait dit, à propos de tout ce qui était la prison, à l'intérieur des prisons, qu'il y avait déjà de la corruption au niveau des surveillants. Et vous allez justement plus loin en parlant de certains cas. Vous dites surveillants, vous dites des gens qui sont dans les douanes, dans les aéroports, des greffiers aussi. Donc elle est partout, la corruption, finalement. Ah, elle n'est pas partie. Elle peut être partout. Elle peut être partout. On n'est heureusement pas tous corrompus. On est quand même une très grosse majorité à ne pas l'être, quand même, heureusement. Mais oui, en fait, ça part d'un principe très simple. Tout le monde a un prix. Combien vous êtes prêt à accepter pour aller à l'encontre du droit? Pour un policier, on lui posera la question, combien tu veux pour faire une recherche sur un fichier? Tu veux 30 000? 100 000? J'exagère le prix, mais c'est ça, en fait. C'est l'idée de se dire, c'est qu'à un moment donné, on va faire basculer les gens. Se dire, mais en fait, après tout, consulter un fichier, c'est pas très grave, c'est bon, quoi.
Et si en plus je peux me faire un petit billet à côté, c'est tout bénef. Bah ouais, mais non, en fait, parce que vous savez pas ce qui va se passer avec cette consultation fichier. On a eu l'exemple, en fait, en France. On a eu des personnes qui ont consulté des fichiers, et ces consultations fichiers qui ont été faites pour des groupes criminels, et ces groupes criminels sont allés tuer les personnes. Donc c'est ça la conséquence. Donc on part au début de quelque chose qui peut être très banal, à quelque chose qui est dramatique à la fin. Enfin, très banal, qui n'est pas très grave, en tout cas, je veux dire, qui peut paraître pas très grave. Mais du coup, en fait, c'est pour ça qu'on a des règles, en fait. Justement, et on doit avoir une éthique. Les policiers doivent avoir une éthique. Mais du coup, il faut bien se rendre compte que pour les groupes criminels, n'importe quelle personne qui a un pouvoir est susceptible de pouvoir enfreindre un règlement pour donner une information au groupe criminel. On parlait de surveillant pénitentiaire, c'est le même problème, en fait. C'est le surveillant qui n'est pas forcément très bien rémunéré. Eh ben, on va lui dire, allez, tu acceptes de rentrer un téléphone, une barrette de shit, et je te donne 500 euros, 1000 euros. Le mec, je peux pas dire, il va doubler son salaire, mais pas très loin quand même. Donc, et puis il va avoir cette impression, il va se dire, j'ai pas fait grand-chose finalement. Quand même si, parce que tu vas à l'encontre effectivement des principes du métier, évidemment à l'encontre de la loi, donc c'est gravissime. Mais ça, on le retrouve aussi dans les ports, par exemple. Quand vous avez des dockers qui sont utilisés aussi pour faire sortir des containers des ports en France ou ailleurs d'ailleurs, on va corrompre des dockers pour leur dire voilà combien tu veux pour sortir un container. Et l'idée, en fait, c'est vraiment aussi d'essayer de trouver la faiblesse. À partir du moment où on a trouvé la faiblesse chez une personne, c'est fini. Le docker on peut imaginer qu'il a eu des problèmes financiers passagers. On lui a filé, je sais pas, je dis une connerie, mais on va lui filer 30 000 euros. Il n'a plus de problème, donc il va se dire, je ne veux plus. Finalement, le groupe criminel, il va dire, non, c'est pas toi qui décides quand tu t'arrêtes, en fait. Tu l'as fait une fois, mais si tu le refais pas, on va te dénoncer. Et potentiellement, on va faire du mal à ta famille. Donc, du coup, on rentre dans un système, vous voyez, où même celui qui le dit, je l'ai fait qu'une fois et je le referai plus parce que, voilà, il rentre dans un système où il pourra pas en sortir, en fait. Donc, une fois qu'on rentre dans le groupe criminel et qu'on a accepté de l'argent ou faire n'importe quoi, d'ailleurs, pour aider ce groupe-là, c'est fini après. Engrenage. C'est exactement ça. C'est l'engrenage et c'est une sphère de laquelle il est très, très, très difficile de sortir. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est valable pour des policiers, c'est valable pour on a parlé des agents pénitentiaires, ça peut être des avocats, ça peut être des dockers, ça peut être des agents de préfecture. N'importe qui a un petit pouvoir est susceptible d'être corrompu. De vouloir, en tout cas, d'être l'objet d'une corruption. Et donc après, il faut être fort sur ses valeurs, fort sur ses valeurs, pour dire non, même si je suis dans la difficulté, je ne le ferai pas. C'est ça, vous avez parlé des dockers, effectivement. Après, il n'y a pas que la corruption que par l'argent, je pense. Il y a autre chose, des fois. Oui, mais ça dépend du besoin des personnes, en fait. La faiblesse. Ça dépend des faiblesses, bien sûr. Vous avez des groupes criminels qui vont pas donner de l'argent, mais qui vont mettre une fille entre les mains d'un mec, et puis du coup, ça va être un moyen de lui dire... De le mettre sous pression, de dire tiens, la dernière fois, tu as couché avec telle personne, tu l'as dit à ta femme, ça Donc forcément, non, mais ça peut être des histoires comme ça, en fait. Il y a plein de moyens de tenir les gens, si vous voulez, effectivement. Et donc, les groupes criminels, ce qu'ils veulent faire, c'est trouver la faiblesse chez cette personne. Vous l'avez dit, c'est pas forcément que de l'argent. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être à travers ce genre d'histoire, en fait. Voilà, d'infidélité, par exemple. Voilà. Il y a une mexicanisation au niveau de la France. J'aime pas le terme de mexicanisation, déjà parce qu'on est quand même loin, très très loin de ce que c'est que le Mexique quand même. Le Mexique, quand même, c'est plusieurs centaines de morts dans les années, donc on est très très loin. Et j'aime pas trop ces espèces de prises de parole guerrières. Je suis pas trop fan. Je crois qu'il faut dire aux gens que oui, c'est important. On a des phénomènes criminels en France, des phénomènes de criminalité organisée. Il faut dire aux gens pour qu'ils prennent conscience qu'on doit se doter d'un certain nombre de moyens financiers, moyens législatifs, mais c'est pas la peine d'en rajouter en fait. On n'est pas obligé de se comparer au Mexique non plus. On a des problématiques, il faut vraiment les prendre à bras le corps parce que c'est important quand même. Et encore une fois, je le dis, et puis c'est le début de mon livre, ça, c'est qu'aujourd'hui le crime organisé représente un danger plus important que le terrorisme en France. Donc, il faut vraiment en avoir conscience de ça. Donc, on a besoin de moyens, on a besoin, oui, mais c'est pas la peine d'utiliser des terminologies guerrières pour faire peur aux gens. Disons-leur tout simplement qu'on a besoin, qu'il y a des phénomènes, on leur donne des chiffres, on leur donne
peut-être des exemples. Parfois, on les a. Il suffit de... à Marseille, tout le monde s'est rendu compte, en fait, qu'en 2023, on a eu un nombre de règlements de compte qui était très important. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un langage... vous voyez, on n'est pas obligé toujours d'aller plus haut dans le truc, en fait. Soyons factuels. Exactement. Et puis, ça ira, en fait. Et à un moment donné, vous parlez de narco-État, vous dites que les Pays-Bas se rapprochent d'un semblant de narco-État. Parce que les Pays-Bas, en fait, ils ont connu un certain nombre de problèmes et on aurait dû s'en inspirer depuis longtemps. Il faut quand même se rappeler qu'aux Pays-Bas, on a eu des assassinats d'un avocat, on a eu des assassinats de journalistes, on a des groupes de presse qui ont fait l'objet d'intimidation, de ce qu'on appelle la mocromafia. Hein. En Belgique, il y a eu aussi... C'est juste à côté, mais il y a eu un projet d'enlèvement du ministre de la Justice. Je reviens aux Pays-Bas, parce que ça me revient, il y a eu un projet d'enlèvement de la princesse des Pays-Bas. Donc quand vous avez ce nombre de faits qui sont gravissimes, ça doit être des indices qui vous font dire « attention ». Parce que là, du coup, les groupes criminels sont en train de mettre la pression sur les entre guillemets, les pouvoirs d'un État, c'est-à-dire le politique d'un côté, potentiellement les magistrats aussi, la presse, qui est en général un contre-pouvoir, qui parle en fait des phénomènes criminels. C'était ça, hein, ce qui était voulu aux Pays-Bas, c'est que vous aviez des journaux qui parlaient un petit peu trop des groupes criminels, donc on a essayé de leur mettre la pression en les attaquant pour leur dire parlez un petit peu moins de nous. Et donc ça, ce sont des signaux en fait. Hein. Et effectivement, à partir du moment où vous arrivez à mettre sous coupe réglée des organes de presse, voire des politiques, voire des dirigeants, là effectivement, vous vous rapprochez effectivement de ce que c'est qu'un narco-État. Vous pensez que ça peut arriver en France, ça ? Je pense qu'on en est loin. On a un système qui nous protège quand même. Et j'en veux pour preuve que les chefs des groupes criminels, ils ne restent pas en France. Ils vont tous à l'étranger. Donc c'est que quelque part, on leur fait peur. Ils ne laissent pas leur argent en France non plus. C'est qu'on arrive à être assez efficace quand même. Donc, on n'en est pas là, mais il faut évoluer. En fait, ça fonctionne toujours de la même manière. À partir du moment où vous avez une avancée de la société, les groupes criminels trouvent la faille dans cette avancée de la société. Et derrière, il faut que l'État arrive à combler cette faille ou fasse en sorte de pouvoir rassembler les preuves qui mettent à mal les groupes criminels. Ça fonctionne comme ça depuis tout le temps, en fait. Hein. Donc, il faut qu'on se mette à jour régulièrement. Donc, dans notre arsenal législatif, dans nos moyens, il faut juste qu'on se mette à jour. C'est tout. Ça s'adapter, en fait. C'est exactement ça. On s'adapte. Et on va s'adapter cette fois-ci. Mais dans 20 ans, il faudra y revenir parce que la criminalité aura changé, elle aura évolué, il y aura des nouvelles choses qui seront sorties. Et bien, il nous faudra que derrière, on rattrape encore une fois. Donc, à intervalles réguliers, il faut qu'on arrive à se mettre au niveau. Merci pour ces explications. Quels ont été les retours par rapport à votre livre ? Alors, j'ai l'impression d'avoir des retours plutôt intéressants, plutôt positifs. Je pense que les gens apprennent un certain nombre de choses, enfin, en tout cas, je l'espère. Même si parfois, et je sais que ça aussi c'est un retour qui m'est fait, c'est peut-être parfois un petit peu, il y a des passages peut-être un petit peu complexes. Voilà, mais je pense que l'idée première, c'est effectivement que les gens apprennent un petit peu comment fonctionnent les institutions dans la lutte contre le crime organisé, et puis qu'elles sachent un petit peu les phénomènes auxquels on a à faire face en France. Donc si les gens arrivent à comprendre un petit peu mieux, c'est tant mieux, c'est un pari gagné. Et si derrière, il peut y avoir des politiques qui lisent ça et qui peuvent se dire, tiens, telle idée, elle mérite d'être creusée, peut-être de la mettre en avant, et c'est très bien, c'est tout bénéfice. Très très bien. On va parler de choses un peu plus gaies, Christophe. On a une rubrique lecture ici. Ouais. Est-ce que vous auriez 3 livres à préconiser, peu importe les thématiques, ou 1 ou 2 carte blanche? Plutôt que des livres, c'est plutôt des auteurs. Okay. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Joël Dicker, qui a sorti 3-4 livres que je trouve vraiment qui me... Alors, on est toujours dans l'univers du droit, toujours dans l'univers... c'est difficile d'en sortir, j'avoue. Mais c'est un auteur que j'aime beaucoup, Joël Dicker, voilà, que je lis actuellement et dont je m'empresse d'acheter les livres à chaque fois qu'ils sortent. Ok. C'est juste lui comme auteur ? Vous en avez d'autres ? Actuellement, non, c'est à peu près le seul que je lis. Après, je lis déjà beaucoup, en fait. Dans mon métier quotidien, c'est beaucoup de lecture, déjà. Les rapports internationaux sur les phénomènes criminels, c'est beaucoup de lecture, donc... Après, il me reste pas beaucoup de temps quand même, donc voilà, je lis malheureusement pas assez, pas autant que je le voudrais, mais voilà. D'accord. On a une tradition ici, c'est que l'autre repart avec un livre. J'ai un livre pour vous. D'accord. J'espère que vous ne l'avez pas déjà. Voilà. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir devant la caméra, s'il vous plaît ? Alors,
Les veines ouvertes de l'Amérique latine. L'histoire implacable d'un pillage d'un continent. Ah non, je l'ai pas. Je vois très bien de quoi ça peut parler. Donc je le montre quand même. Voilà. Vous pouvez le voir. Voilà. Eduardo Galeano. D'accord. Vous l'avez déjà lu, vous, alors? Pas fini encore, Pas fini encore? mais très très intéressant. C'est le livre que Hugo Chavez avait offert à Barack Obama. D'accord. Quand il s'est levé, il lui a offert un livre, c'était celui-là. D'accord. Et l'histoire, en fait, parce que effectivement, je l'ai un petit peu parcouru parce qu'on parcourt toujours un petit peu l'histoire quand on écrit. Et j'ai fait un chapitre sur la cocaïne et du coup, je me suis intéressé un petit peu à l'histoire de la Colombie. Et on se rend compte le poids de l'histoire finalement de ce que sont les trafics finalement. C'est la pauvreté des gens en Colombie qui fait qu'effectivement, on s'est mis à cultiver de la cocaïne. Le Maroc, c'est exactement la même chose avec le cannabis. On s'est mis à cultiver ces produits-là, mais parce que ce sont des gens qui sont pauvres à la base. Et donc, c'est la solution qu'ils ont trouvée. Afghanistan aussi. Et donc, c'est des vraies histoires, en fait, à chaque fois. Hein. La Colombie, c'est une histoire tragique, en fait. L'Afghanistan aussi, c'est pareil. L'Afghanistan, avec l'opium, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, c'est toujours ça, en fait. Hein. Mais les trafiquants, c'est ça, en fait, se nourrissent de la pauvreté des gens, en fait. Exactement. C'est ça qui est dramatique. Mais en tout cas, merci. Je vous en prie. Et je vais le lire. Je vais tâcher de le lire très prochainement, même, parce que ce sont des sujets qui sont très intéressants. Merci beaucoup. Pas de problème. Et j'ai 2 dernières questions. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd, quelqu'un de drôle, sympathique. Je vous pose la question, comment vous aimeriez qu'on se souvienne de vous? Bonne question. J'ai pas nécessairement la volonté qu'on se souvienne de moi. Si déjà j'ai pu, avec ma famille, faire un certain nombre de choses, donner des valeurs à mes enfants, ce sera déjà beaucoup en fait. Si je vois que mes filles sont épanouies, qu'elles arrivent, si elles le souhaitent, à avoir une famille, un métier qui leur plaise, ça m'ira très bien en fait. Après, je sais ce que j'ai fait durant ma carrière, je sais le travail que je fais. J'ai cette volonté de me diriger vers la politique notamment, puisque je crois qu'à un moment donné, quand on veut changer les choses, il faut en être acteur. Je suis passé par le monde associatif, par les institutions, mais j'ai cette volonté aujourd'hui d'essayer de faire de la politique, parce que à un moment donné, on peut pas juste dire, on peut pas juste râler et dire ça va pas. Donc si on veut que ça change, il faut être acteur. Donc c'est ce que je veux essayer de faire à l'avenir, dans les prochaines années. Donc voilà, donc si j'arrive un petit peu à modifier les choses sur des sujets que je connais, hein, par exemple, qui sont la lutte contre la criminalité organisée, la police, ou alors si je peux améliorer les choses dans le petit village, chez moi, tout modestement, ça m'ira très bien. Voilà, l'idée, c'est d'améliorer le quotidien des gens, où que ce soit finalement, que ce soit dans un petit village ou à l'échelle d'un pays par rapport à un petit texte qui a été modifié, des moyens qui ont été donnés ici ou là, ça m'ira très bien. Très très bien. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je crois que ce qu'on peut me souhaiter, je pense ce qu'il faut souhaiter à tout le monde finalement, c'est de continuer à prendre du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien. C'est j'ai cette chance d'avoir un travail qui me plaît, qui m'intéresse, qui me fait apprendre tous les jours finalement. Et c'est une chance en fait de pouvoir faire un travail qui c'est plaît. un privilège. Oui. Tout le monde n'a pas cette chance-là, il faut s'en rendre compte. Donc c'est un privilège, donc juste pouvoir continuer à avoir ce privilège-là, faire quelque chose qui me plaît. Et c'est très bien comme ça. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Merci. Merci Christophe pour toutes ces explications. Merci. C'était très clair. Et félicitations encore pour la rédaction de vos livres. Parce que vous n'avez pas écrit que... Non, c'est focalisé sur un, mais vous en avez écrit plusieurs. Et pour le travail que vous accomplissez en tout cas. Merci. Je vous en prie. C'était Cause Mon Hôte, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.